Bonjour, je m'appelle Anne et je suis une étudiante au doctorat en diabète de type 1 et santé des femmes à l'Université de Montréal. Et bonjour, moi c'est Myriam Talbot et je suis une chercheure postdoctorante en nutrition et en diabète au département d'endocrinologie pédiatrique à l'Université Stanford. Ce mois-ci, à Santé sans détour, moi et ma collègue Myriam plongeons avec Dr. Jane Yardley et Laurie Lépine dans un sujet important et pas assez étudié, la santé des femmes qui vivent avec le diabète de type 1. Nous allons aussi discuter de différentes questions sur ce sujet, notamment comment est-ce que le cycle menstruel impacte la gestion du diabète Quels sont les défis spécifiques rencontrés par les femmes qui vivent avec le diabète de type 1, notamment pour l'activité physique? et comment est-ce que le type d'exercice et l'heure de la journée influencent-ils les niveaux de sucre chez les personnes qui vivent avec le diabète de type 1. Rejoignez-nous alors que nous explorons ces questions avec nos invités pour vous offrir des connaissances et des conseils pratiques. Et c'est parti! Donc, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Balado Santé sans détour. Je me présente, je suis Myriam Talbot, stagiaire postdoctorante en endocrinologie et diabète et membre du comité des initiatives étudiantes du réseau de recherche en santé cardiométabolique, diabète et obésité. Avec ma collègue aujourd'hui, Anne, on a nos deux invités, Laurie Lépine et la Dr. Jane Yardley, que je vais inviter à vous présenter, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde, moi c'est Anne Bonnour et je suis aussi membre des comités des initiatives des étudiants du CMDO et j'ai très hâte de co-animer cet épisode aujourd'hui. Donc je vais laisser Dr. Yardley se présenter. Bonjour, moi normalement je demande que tout le monde m'appelle Jane, c'est plus facile. Je fais depuis presque 15 ans maintenant des études, ou presque 20 ans si on inclut mon doctorat, en activité physique, exercice et diabète de type 1. Dans les dernières quelques années, j'ai commencé vraiment à mettre un petit peu plus d'emphase sur la santé des femmes parce que j'ai trouvé que c'était quelque chose qui manquait de la littérature. Je m'habitue maintenant à tout faire en français depuis un déménagement à Montréal en 2023 et avant cela, j'étais à l'Université de l'Alberta. Je suis maintenant à l'Université de Montréal et à l'Institut de recherche clinique de Montréal. Mmh. Valérie? Donc, je m'appelle Laurie Lépine. Premièrement, je suis patiente avec le diabète de type 1. Donc, j'ai été diagnostiquée à l'âge de 11 ans en 2013. Par la suite, j'ai fait beaucoup d'implications au niveau du diabète, auprès de plusieurs organisations. Puis, par après, j'ai eu la chance de participer comme peer leader dans une recherche sur le réseau VPN pour ensuite participer au projet Better comme patiente partenaire. Donc, je suis très contente d'être ici aujourd'hui. Merci beaucoup. Ben, merci beaucoup pour avoir accepté d'être nos invités aujourd'hui. Donc, comme vous l'avez dit brièvement, aujourd'hui, on va jaser de santé de la femme, plus spécifiquement dans un contexte d'activité physique et de diabète, surtout de diabète de type 1. Donc, le but de ce balado, c'est vraiment d'ouvrir les ponts de dialogue entre les chercheurs et les citoyens. Donc, j'aimerais bien t'inviter, Laurie, à prendre le relais et lancer la conversation avec tes questions. Oui, donc en premier, Jane, je peux te tutoyer? Absolument, oui, c'est plus Super. facile. Donc, qu'est-ce que tu fais comme recherche présentement ou les recherches qui ont été publiées aussi? Présentement, on a des projets qui sont associés avec le cycle menstruel, avec le ménopause, et c'est surtout pour voir les effets aigus de différentes sortes d'exercices. Alors, on utilise un petit peu l'exercice à aérobie, l'exercice à résistance, alors la musculation, pour voir les effets pendant l'exercice et normalement pour les 24 heures qui suivent l'exercice, pour voir quels sont les risques d'hypoglycémie et surtout pour vérifier si les lignes directrices qu'on a en ce moment, les conseils qu'on donne pour l'ajustement de l'insuline et l'apport aux glucides, est-ce qu'ils sont vraiment appropriés pour les femmes qui vivent avec le diabète de type 1? Parce que la majorité de ces lignes directrices ont été mises en place basées sur des données qui ont été collectées sur des hommes. Alors, en ce moment, c'est vraiment pour avoir plus d'informations et voir si on a besoin de faire plus de précision. Mhm. Puis en ce moment, au niveau des données, est-ce que ça commence à rentrer par rapport à ces recherches-là? Avec le cycle menstruel, on a un projet qu'on n'a pas encore publié, mais où les données
nous donne l'indice que peut-être la phase lutéale du cycle menstruel, alors la semaine vraiment avant les règles, on voit plus d'hyperglycémie. Alors, c'est fort probable qu'il y a un petit peu plus de résistance à l'insuline. Et si on commence l'exercice avec plus d'insuline en circulation, on voit des chutes plus importantes de glycémie pendant l'exercice. OK. L'autre chose qu'on observe qui est un peu intéressant et on ne sait pas pourquoi ça se passe, mais dans la phase folliculaire, alors on mesure aussi les femmes pendant qu'elles ont leurs règles et on compare entre ces 2 semaines-là. On a vu plus d'hyperglycémie après l'exercice dans la phase folliculaire. Et ça se peut là, c'est parce qu'il y a moins d'insuline en circulation. Nous ne savons pas vraiment les causes en ce moment, seulement ce qu'on peut voir avec les données. On a encore 2 ou 3 participantes à recruter pour ce projet-là et j'espère avoir des données pour publier bientôt. OK, c'est super intéressant aussi les différences entre les phases des menstruations, puis juste du cycle général de la femme, puis après sur l'exercice, les glycémies. Donc, en fait, comment est-ce que les changements hormonaux pendant les règles vont influencer après la régulation du taux de sucre pendant l'exercice? Ben, je crois que c'est vraiment, ça a beaucoup à faire avec le montant d'insuline en circulation. Mais pendant l'exercice, on voit quand même chez les femmes qu'on utilise les lipides plutôt comme carburant, en plus grande proportion que les hommes quand même. Alors, on pourrait être un petit peu plus protégé de l'hypoglycémie pendant l'exercice comparé aux hommes, mais en même temps, ça serait probablement seulement si les taux d'insuline étaient comparables. Donc, il faut vraiment regarder ce qu'on fait alentour de l'exercice pour changer ces taux d'insuline. Si on a un régime qui n'est pas très fort en glucides, par exemple, souvent on a moins d'insuline, donc il est probable qu'on ne voit pas des chutes aussi importantes. Mais avec le cycle menstruel, comme j'ai mentionné, il y a un petit peu de résistance à l'insuline qu'on voit chez une grande proportion, je ne dirais pas toutes les femmes, parce que dans la littérature, on voit que c'est comme 60 à 70% des femmes qui ont cette expérience-là. Et ça change le montant d'insuline en circulation au début de l'exercice. Alors, si on a plus d'insuline, c'est ça qui va causer des chutes plus importantes. Donc, ça serait quand même un bon plan en tant que femme qui vit avec le diabète de type 1 de faire en fait des différents plans, différentes façons de faire selon l'étape du cycle menstruel au niveau de l'exercice. Ben, je trouve que souvent, elles ont déjà cette idée qu'elles ont besoin de différents montants d'insuline parce que j'ai vu plusieurs femmes qui utilisent des pompes à insuline qui ont des taux basales plus élevés pendant cette dernière semaine du mois. Donc là, il faut simplement réfléchir un petit peu si on a un taux de basal plus élevé. Peut-être on devrait avoir un ajustement un petit peu plus important pour qu'on ait le même montant d'insuline en circulation et pour prévenir cette hypoglycémie. Ce que je donne comme conseil, c'est normalement d'être au moins au courant de son cycle, de garder de bons records pour savoir où on est dans notre cycle quand on va faire de l'exercice. Et comme ça, au moins, on peut prédire si ces chutes pourraient être un petit peu plus importantes et de vraiment regarder l'insuline à bord aussi si on utilise une pompe. Ça peut aider beaucoup à prévenir beaucoup de problèmes. Est-ce que je peux me permettre, Laurie, juste de faire un petit saut Ben oui, vas-y. de conversation pour nos audiences là, qui sont pas très familiers, mettons, avec le diabète de type 1, avec les pompes, avec les insulines. Est-ce que ça serait possible, Jane, de nous expliquer vraiment un petit quelques mots de façon très simple? Oh, c'est quoi de l'insuline? C'est quoi une pompe? C'est quoi ça, l'insuline basale? OK, je vais essayer de faire le Diabetes 101 pour le diabète de type 1. Diabète de type 1, c'est à cause d'une réponse auto-immune et c'est notre système immunitaire qui tue les cellules bêta dans le pancréas qui crée l'insuline. L'insuline, c'est une hormone qui aide à nos cellules dans nos muscles, dans notre foie et dans nos cellules, c'est quoi le mot que je cherche? Fat cells, nos cellules de graisse, à absorber le glucose. Parce que le glucose est quand même pas mal grand comme molécule et ne peut pas rentrer dans les cellules sans qu'une porte s'ouvre. Alors, cette porte s'appelle les transporteurs GLUT4.
Et les GLUT4 sont seulement ouverts quand l'insuline s'attache à la cellule à la bonne place ou pendant l'activité physique et l'exercice. Quand on a des contractions musculaires, ça va aussi causer l'ouverture de ces portes-là pour faire rentrer le glucose dans les cellules. Et c'est pour cette raison que l'activité physique est un peu compliquée chez ceux qui vivent avec le diabète de type 1, parce qu'il faut avoir un montant d'insuline en circulation pour essayer de stocker le glucose qu'on a mangé, sans trop stocker le glucose, parce que les niveaux de glucose très hauts dans le sang vont poser beaucoup de problèmes à long terme. C'est toutes les complications du diabète qu'on connaît assez bien, problèmes avec les yeux, les reins, les nerfs, cardiovasculaires, tout ça. Mais si on a un petit peu trop d'insuline, ça fait baisser le niveau de glucose sanguin très rapidement et ça peut causer l'hypoglycémie, ce qui peut rendre la personne inconsciente. Et puis, on peut même mourir si on ne gère pas bien notre hypoglycémie, ne prend pas du glucose tout de suite ou du glucagon même, ce qui est une autre hormone qui fait exactement l'opposé que l'insuline et qui a son effet sur le foie pour libérer tout le glucose qu'on a stocké dans notre foie. Alors, ça, c'est les principes qu'il faut savoir. La différence entre l'insuline qui est créée normalement par un pancréas qui est en bonne santé et celui qu'on injecte, c'est le montant de temps que ça reste en circulation. L'insuline qui est produite naturellement a un demi-vie de 5 à 6 minutes. Cela veut dire que, par exemple, moi, mon pancréas qui fonctionne normalement, si je vais faire de l'exercice, dans 5 minutes, je vais avoir la moitié de l'insuline en circulation que j'avais au début de l'exercice. Parce que mon corps sait qu'on ne veut pas essayer de stocker le glucose en même temps que nos muscles veulent utiliser le glucose pour le mouvement. Alors, ça va vraiment descendre, ça va baisser très rapidement le montant d'insuline en circulation quand je commence à faire de l'exercice. Avec l'insuline synthétique, même les insulines les plus rapides, alors on a des insulines, une en particulier qui s'appelle Fiasp, qui va avoir son effet pic en 15-20 minutes, mais même celui-là prend 3-4 heures pour complètement quitter le système. Donc, la demi-vie, c'est plutôt question d'heures et non pas de minutes. C'est pour ça qu'il faut planifier bien en avance de l'exercice pour essayer d'avoir moins d'insuline en circulation ou un niveau, ce qu'on appelle sécuritaire, pour que notre corps n'essaye pas de stocker tout le glucose qu'on a dans notre sang en même temps que nos muscles veulent en absorber pour ces contractions musculaires. Mm-hmm. C'est assez explicatif. Ça devient tout un casse-tête après pour pouvoir prévoir ces séances d'exercice ou simplement une activité qu'on considère pas nécessairement comme un exercice, mais par exemple, moi, magasiner, juste la marche, c'est fini. Moi, ça change juste ça, il faut le planifier. Donc, ce processus-là, ça fait beaucoup de choses à penser. Puis, ça m'a fait penser, en fait, quand tu parlais de tous ces processus-là, il y a une différence, en fait, quand on fait l'exercice entre cardio, musculation. Pourquoi est-ce que ces deux types d'exercices-là vont avoir un effet comme différent sur la glycémie après? Une très bonne question. Et là aussi, c'est question d'une autre hormone. C'est l'épinéphrine, qu'on appelle aussi l'adrénaline. Quand on fait des efforts qui sont un petit peu plus prononcés, alors avec la musculation, par exemple, on va faire des contractions plus fortes, mais on va prendre des pauses entre ces contractions-là. Avec l'exercice aérobie, souvent, c'est des contractions continuelles, mais pas à une intensité super élevée. Et c'est pour ça qu'on peut le faire pendant une quinzaine, vingtaine, trentaine de minutes ou plusieurs heures, même si on veut. Mais avec quelque chose de plus intense, quand on a de l'adrénaline qui rentre dans l'équation, là, ce que l'adrénaline va faire, c'est avoir un effet sur le foie et sur les muscles. Et on va utiliser plutôt le glucose qui est stocké dans les muscles en premier, et c'est presque 80% du glucose dans votre corps qui se trouve dans les muscles en forme de glycogène. Alors, ça va favoriser l'utilisation de cette glycogène et en plus, ça va favoriser l'utilisation du glycogène dans le foie et le foie va
laisser plein de glucose sortir dans le sang. Et ça dépend de l'intensité de l'exercice parce qu'on peut faire de la musculation qui n'est pas super intense et qui a plutôt un profil aérobie aussi. Mais si on fait quelque chose de très, très intense, il y a la tendance d'avoir peut-être une petite montée de glucose, dépendant de la personne, mais surtout moins de chute avec la musculation pendant l'exercice. Sauf ce qu'il faut garder à l'esprit, quand on fait des choses un petit peu plus intenses et on utilise ces stocks de glycogène, il faut les repayer. Et pour plusieurs heures après l'exercice, on est plus sensible à l'insuline et on va stocker ce glucose-là. Le foie est un peu gourmand, donc quand on mange après avoir pris de l'exercice, c'est le foie qui va remettre tout son stock de glycogène tout de suite, mais ça laisse les muscles pendant 12 à 24 heures à tranquillement prendre son glucose. Et si on n'a pas assez de glucides dans notre régime, si on s'endort sans avoir assez mangé, par exemple, ces muscles vont continuer à prendre le glucose jusqu'à ce que ces stocks soient remplis. Et c'est là où on commence à avoir des problèmes de post-exercice la nuit. Alors, l'hypoglycémie nocturne, surtout si cet exercice a été l'après-midi ou le soir. Donc, avec l'exercice aérobie, on voit plus aigu le chute pendant l'exercice. Le risque d'hypoglycémie, c'est plutôt pendant l'exercice. Et puis, l'exercice à résistance, c'est plutôt après l'exercice. Puis, par après, est-ce qu'il y a une différence dans ces mécanismes-là entre les hommes et les femmes? Comment est-ce que ça impacte, en fait, les femmes aussi au niveau de la sensibilité? Je ne sais pas. Et je ne sais même pas si on a ces données-là. OK. Honnêtement, les comparaisons entre les sexes dans le contexte de diabète de type 1, il n'y en a pas beaucoup. La seule étude qu'on a qui compare les changements de glucose pendant l'exercice et pendant une suivi après l'exercice, c'était une étude secondaire. C'est pas une étude secondaire qu'on dit en français, c'était une analyse secondaire. Ce qui veut dire que les données qu'on a utilisées, ce n'était pas collecté pour faire ces analyses-là. Alors, c'était pas parfait. C'était pas. On pourrait dire qu'il y a des associations, mais on ne pouvait rien prouver comme cause. Et on a vu que chez les femmes, le glucose baissait moins rapidement pendant l'exercice. OK. Et il y avait moins de risque d'hypoglycémie après l'exercice la nuit. Mais en même temps, il faut réfléchir du fait que les femmes soulevaient moins de poids. Alors peut-être c'est proportionnel à l'effort, mais ça se peut aussi que les femmes ont mieux ajusté leur insuline avant l'exercice. On n'avait pas des records sur ça. Donc c'est peut-être quelque chose plus de comportement que de physiologie. Alors il y a plus de travail à faire là. Puis justement, pour pallier à toutes ces fluctuations de la glycémie puis les impacts que ça a suite à l'exercice, y a-t-il une façon qu'on peut adapter la prise de glucides pour les femmes qui font du sport, entre autres d'endurance, pour justement limiter cette baisse-là? Il y a plusieurs choses qu'on peut faire, mais les lignes directrices, comme j'ai dit, n'ont pas été formulées spécifiquement pour les femmes. Moi, ce que j'encourage depuis quelques années, c'est vraiment de faire l'exercice à jeun. Si on veut minimiser le montant d'insuline en circulation, le meilleur temps de la journée de le faire, c'est avant qu'on ait mangé et qu'on ait injecté ou infusé de l'insuline. Alors, on voit qu'avec l'exercice à jeun, souvent la glycémie ne change pas autant ou même pas du tout quand on fait des activités le matin. Je ne sais pas si c'est le même l'après-midi à jeun parce qu'on n'a pas ces données. Il n'y a pas grand monde qui vont se porter volontaire pour une étude où ils doivent attendre jusqu'à l'après-midi pour faire leur exercice et ne peuvent pas manger avant de faire ça. C'est pas vraiment la vie normale pour la majorité du monde. Mais le matin, on sait très bien que les risques sont moindres si on fait notre exercice avant de manger. Okay. Le soir, si c'est le seul temps, parce que je sais que pas tout le monde est matinal,
Si on essaye de faire notre exercice soit à midi, soit plus tard dans la journée, la physiologie en général, et puis ici, pas de différence entre les hommes et les femmes qu'on sache, nous dit qu'il faut manger des glucides après cet exercice-là pour être capable de restocker le glycogène. Et puis, on sait aussi que si on a juste un peu l'insuline avant de se coucher, par exemple, si on utilise une pompe à insuline, on peut réduire de 10 à 20 le taux basal pendant la nuit. Cela va aider beaucoup à prévenir ces cas d'hypoglycémie. Et puis, pour ceux qui prennent des injections, on peut aussi réduire soit l'injection basale qu'on prend à tous les jours, mais ceci devient de plus en plus compliqué avec les insulines qui durent de plus en plus longtemps, parce que maintenant, je crois que la plus longue qu'on a va durer 40 ou 42 heures, quelque chose comme ça. Donc, c'est beaucoup plus difficile à dire, oui, je vais prendre de l'exercice dans un jour et demi, donc je vais diminuer mon insuline aujourd'hui. Non. Là, on va probablement suggérer des ajustements des doses avec les repas. Et puis, encore, les recommandations sont très vagues. On peut dire entre 50 et 100% qu'on pourrait réduire pour prévenir l'hypoglycémie pendant l'exercice. Et puis, si on va prendre en collation avant de se coucher, on peut encore réduire le bolus avec notre collation pour essayer d'éviter ces chutes de glycémie pendant la nuit. Puis au niveau comme justement de ces collations-là par après, est-ce que vous avez des recommandations au niveau de quel type de collation, comme une Bortone ou je peux prendre une pomme? C'est lequel qui va aider le plus à ce niveau-là, selon comme le mécanisme d'action? Je vais premièrement dire que je ne suis pas nutritionniste. Mais selon ce que j'ai vu, on dit de prendre quelque chose qui a un petit peu de protéines, un petit peu de matière grasse avec des glucides qui sont des glucides glycémiques bas. Alors, quelque chose qui ne va pas monter la glycémie très rapidement. Avec les protéines et les matières grasses, ça ralentit l'absorption dans le système digestif. Et aussi, si c'est des glucides qui vont prendre un petit peu plus longtemps à digérer, ça va garder la glycémie un petit peu plus stable pendant la nuit. Puis, au niveau de... Là, on vient juste de parler justement pour aussi les gens qui font pas souvent du sport nécessairement comme plus tôt le matin, mais parfois comme plus le soir. Est-ce qu'il y a des avantages ou des risques en fait à faire le sport après avoir mangé? Pour la performance sportive, honnêtement, c'est mieux de s'entraîner quand on n'est pas à jeun. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît de la littérature chez des individus qui ne vivent pas avec le diabète. Mais selon ce dont je me souviens, parce que c'est pas vraiment mon domaine d'expertise, avec les athlètes, les muscles après l'exercice vont avoir plus d'amélioration si on n'a pas fait ceci à jeun. Parce que je crois à jeun, nous ne sommes pas capables de faire les réparations aussi rapidement quand on endommage les muscles. C'est ça essentiellement qu'on fait quand on s'entraîne. On endommage les muscles et puis c'est la réparation par le système immunitaire qui va mener à des améliorations en endurance et en force dans ces muscles-là. Donc, pour la performance, on dit souvent, les athlètes, c'est mieux de s'entraîner un petit peu plus tard dans la journée. Pour la perte de matière grasse, et je sais que le plus que je vieillisse, le plus important que c'est pour moi de ne pas gagner ce petit rouleau autour de la taille. C'est mieux de le faire à jeun. Les lipides deviennent notre priorité comme carburant. Alors, on peut plus facilement perdre un petit peu la matière grasse si on fait notre exercice régulièrement à jeun. OK. Donc, avec la distance. J'ai une autre question qui est dans la même ligne. Donc, si on fait de l'activité physique après avoir mangé, donc pas en contexte de jeûne, est-ce qu'il y a un délai spécifique qu'il faut ou genre, tu sais, comme il faut attendre 30 minutes, par exemple, quand on mange, ils nous disent comme, on va pas nager jusqu'après 30 minutes pour ne pas avoir des crampes, par exemple. Est-ce qu'il y a quelque chose de similaire pour l'activité en général? L'activité en général, honnêtement, c'est vraiment individuel. Tout le monde est différent.
J'ai un copain qui peut aller faire du ski de fond, mais à fond, après avoir mangé un poutine comme la taille de sa tête. Pourtant, moi, si j'essaye de faire quoi que ce soit dans les 2 heures après avoir mangé, je vais avoir très mal au ventre. Alors, il y en a qui ont des systèmes digestifs très sensibles et puis d'autres qui ne l'ont pas. Si on veut le mettre dans le contexte de diabète de type 1, ça dépend vraiment pour la glycémie parce que l'avantage de le faire presque immédiatement après le repas, c'est si on a bien ajusté son insuline, on peut utiliser tout de suite les glucides qui rentrent en circulation. Le désavantage, c'est si on n'a pas bien ajusté son insuline, on se retrouve dans une situation où notre insuline est très élevée et ça fait chuter très rapidement le glucose. Donc, il faut planifier, il faut bien planifier. Je pense que je suis pas la seule qui, en faisant de l'exercice, va avoir une certaine peur des hypoglycémies pendant que je fais de l'exercice. Là, en natation, c'est souvent ça qui m'arrive. Quels sont les obstacles psychologiques qui touchent particulièrement les femmes avec le diabète de type 1 pendant les sports? Ça en est un, mais je sais pas s'il y en avait comme d'autres qui étaient ressortis aussi dans les études. J'essaie de penser à des études qui ont été faites spécifiquement sur les femmes. Et il n'y en a pas beaucoup, ben, il n'y en a pas du tout, honnêtement, qui me viennent à l'esprit. Ce qu'on sait avec des données du registre Better, c'est que en général, les femmes disent qu'elles ont plus d'hypoglycémie que les hommes et que les effets de l'hypoglycémie durent plus longtemps et sont plus néfastes chez les femmes que chez les hommes. Alors, il se peut qu'avec ceci, les femmes vont avoir peur davantage de faire du sport ou de prendre de l'exercice, l'activité physique, parce qu'elles savent que l'effet de l'hypoglycémie chez elles, ça peut vraiment ruiner la journée, sinon quelques journées de suite, si ça arrive. Alors, des études spécifiquement sur les femmes avec l'exercice, comme j'ai dit, il y en a vraiment pas beaucoup ou pas du tout en termes de psychologie de ce que j'ai vu. Mais ça me surprendrait pas si on avait un petit peu plus de peur de l'hypoglycémie chez les femmes à cause de ces effets qu'on voit que les femmes disent existent après l'hypoglycémie. Mhm. Ça, parce que je demandais parce que même moi, je le vois beaucoup, là, puis que ça, même si c'est pas une peur qui est super intense, ça reste quand même dans des inquiétudes qui restent par rapport à l'exercice, puis ouais, c'est bon, parfait. Au niveau de les capteurs de glucose, c'est toute la technologie qu'il y a en ce moment avec juste en général pour la population, mais aussi à l'usage des personnes vivant avec le diabète de type 1. Est-ce que les capteurs, les montres connectées peuvent aider à mieux adapter l'exercice en temps réel? C'est une très bonne question. Et puis, on a des données un petit peu des deux côtés. D'un côté, on a des données qui montrent que même avoir toutes ces technologies, ça n'améliore pas n'améliore pas la peur de l'hypoglycémie parce que maintenant, tout le monde peut voir quand leur glucose chute. Par contre, et ça, c'est plutôt mon opinion personnelle, je ne me souviens pas si j'ai vu des études sur ça, le fait d'être capable de voir sa glycémie et de voir les flèches de tendance, on peut agir avant qu'on devienne hypoglycémique. On peut prévenir plutôt notre hypoglycémie. Quand et comment intervenir, c'est toujours de très bonnes questions qu'on n'a pas 100% répondu. Il y a Rémi Rabassaleret qui fait beaucoup de travail sur cela en ce moment. Lui, il est convaincu qu'on devrait essayer de traiter à un cible un petit peu plus haut. Et moi, je suis de cette opinion aussi, parce que la tendance, c'est si on attend que ce soit plus bas, ça va prendre plus longtemps à revenir et on va manger plus de glucides pour revenir. Et si on commence un petit peu plus haut, disons vers 5,5 millimoles par litre, on peut prendre moins de glucides et puis on peut probablement même continuer notre activité sans avoir trop de problèmes. Mais la tendance, c'est souvent, non, non, je veux continuer, je ne veux pas m'arrêter, j'en ai pas besoin. Et souvent, on ne s'arrête pas avant que c'est trop tard. Est-ce que c'est ton expérience, Laurie?
Oui, parfois, je vois le taux de sucre qui descend, puis que j'avais commencé dans les 8, 9 de glycémie, puis là, plus en plus, ça descend, plus en plus, j'essaye, je prends du jus, j'essaye de me faire remonter, mais même si ça continue à descendre, je continue quand même. Puis après, il est rendu trop tard, il aurait fallu que je fasse une pause après avoir pris un peu de sucre avant de continuer. Là. Moi, je compare beaucoup à la natation parce que c'est ça mon sport numéro un. Mais non, je le vois. Souvent, je le prends trop tard. Oui, et le problème aussi, c'est si on ne s'arrête pas, quand on fait de l'exercice, le sang est diverti à nos muscles et pas, il y a pas beaucoup qui continue à notre système digestif. Donc, l'absorption des glucides qu'on mange va être diminuée et retardée. Mhm. Et donc, on voit très souvent chez les athlètes qui ne veulent pas s'arrêter, qu'ils prennent des glucides, prennent des glucides, prennent des glucides, ça continue à chuter, continue à chuter, continue à chuter. Et dès que l'exercice se termine, on se Ça trouve presque dans part. la vingtaine. Ouais, exactement. C'est vraiment ça que je vois aussi dans ce temps-là. Puis, y a-tu un certain temps qui est recommandé pour cette pause-là pendant le Ben, il y a le sport? temps qui est recommandé et puis il y a le temps qui fonctionne. En ce moment, on dit 15 grammes toutes les 15 minutes, mais ceci est basé sur des études qui ont été faites dans les années 80, quand les insulines étaient très différentes. Et puis maintenant, on essaye de reviser ceci. Et basé selon ce que j'ai vu, moi, dans le laboratoire, je dirais que 20 à 25 minutes, ça serait le minimum avant qu'on commence à voir remonter la glycémie. OK. Oui, parce que il faut le digérer, il faut que ça rentre en circulation. Et ça dépend aussi si on veille sur notre glycémie en piquant le doigt ou avec un CGM. Parce avec les capteurs, ça prend encore quelques minutes pour voir le changement. Parce que le glucose qui se trouve dans le sang doit se réparer dans le restant du corps, doit se trouver dans les capillaires, et puis après ça, doit se déplacer des capillaires dans la liquide interstitielle, alors la liquide entre les cellules. Parce que c'est dans cette liquide entre les cellules qu'on va mesurer le glucose. Et pendant que le taux de glycémie, le montant de glucose dans le sang, quand ça change très rapidement, ça prend normalement Dexcom 17 minutes, mais moi je dirais plutôt entre 10 et 15 minutes pour que les capteurs se rattrapent et soient au même niveau que ce qu'on trouve dans le sang. Est-ce que j'ai un petit follow-up à cette réponse-là? Est-ce que le 20 à 25 minutes, c'est surtout pour quand on fait de l'activité physique parce que notre système digestif est plus lent, ou c'est aussi dans le contexte où on fait pas d'activité physique? C'est une très bonne question. Moi, je dirais, c'est probablement un petit peu moins de temps dans un contexte où on ne fait pas de l'activité physique. On n'a pas de données. Alors ça, c'est mon opinion basée sur la physiologie, parce que dès qu'on rentre en circulation, l'adrénaline, c'est là où on commence à divertir le sang vers les muscles. Et puis, il faut attendre que l'adrénaline se calme un peu. Ce qui fait assez rapidement parce que l'adrénaline a une demi-vie de 2 ou 3 minutes. Alors, c'est assez rapide à se baisser. Mais si on faisait quelque chose de très, très intense, ça va prendre un petit peu plus longtemps. Alors, ça dépendra probablement de l'intensité du travail qu'on faisait. Alors, si on faisait des achats et on marchait dans le centre d'achat, c'est pas la même chose que si on faisait une course en vélo. Ça va vraiment changer la dynamique du système digestif. Non, merci. Puis par rapport à tout ça, avec les niveaux de taux de sucre à essayer d'atteindre ou en fait d'essayer de rester justement dans cette marge-là qu'on a pendant l'exercice, est-ce qu'il y a des données par rapport à ça au niveau de à quel taux de sucre qu'on devrait être avant, pendant, puis selon le type d'exercice, peut-être aussi que ça pourrait changer? Et selon si on le fait à jeun ou après un repas, ça change aussi. Mhm. Euh, pour la majorité des exercices, on dirait entre 8 et 10 millimoles par litre. Mais si c'est quelque chose de plus intense, ça c'est au début de l'exercice. Si c'est quelque chose d'un petit peu plus intense, on pourrait commencer un petit peu plus bas que ça. Moi, je dirais
6 à 8, mais je ne serais pas trop contente si quelqu'un venait dans mon labo et puis voudrait commencer à 6 millimoles par litre. Moi, je me sentirais un petit peu mieux si c'était plutôt vers 7. Le matin à jeun, j'ai vu du monde commencer à 4,5, 5 sans problème. OK. Parce que le glucose, surtout avec la musculation, et on a fait beaucoup de musculation dans notre laboratoire. Avec la musculation, on a vu que la majorité du monde, il y a une plus grande tendance à monter le matin au lieu de descendre. Donc, c'est pour ça que j'encourage souvent l'exercice à jeun parce que je trouve que c'est plus sécuritaire et c'est plus facile à prédire. Alors, deuxième partie de la question, c'était pendant l'exercice, y a-t-il un niveau qu'on devrait essayer de garder? Moi, je dirais au-dessus de 5 si possible, parce qu'on sait qu'en dessous de cette seuil de 5, ça devient de plus en plus difficile de ramener le glucose en prenant des glucides. Et après l'exercice, ben, souvent après l'exercice, on voit remonter le glucose et on voit de l'hyperglycémie dans les 2 à 3 heures qui suivent l'exercice. On ne sait pas exactement c'est quoi qui cause ceci. Ça se peut que c'est des acides de gras libres. Alors, quand on utilise la matière grasse comme carburant, on le casse en morceaux. Et ces petits morceaux-là, quand ils sont en circulation, peuvent causer la résistance à l'insuline. Alors, la théorie, c'est que après avoir fait de l'exercice aérobie pendant un bout de temps, ou même avoir fait de l'exercice plus intense, quand on a utilisé des lipides comme source de carburant, on peut être un petit peu résistant dans la fenêtre juste après l'exercice, mais après ça, on devient très sensible. Alors, c'est pas simple. Non, mais c'est intéressant, mais c'est pas simple. Ça descend, ça monte et ça descend encore. Mais si on comprend que c'est ça que notre corps va faire, on sait qu'il faut manger un peu pendant l'exercice, peut-être, ou peut-être non, si on a bien ajusté son insuline. Il faut peut-être prendre un peu d'insuline juste après l'exercice pour prévenir cette montée. Et puis, il faut manger quelque chose qui a un peu de glucides dans cette fenêtre de 2 à 3 heures après l'exercice. Euh, Surtout, il faut le faire quand même si on a le diabète ou non, parce que c'est ça qu'on fait pour la récupération. Normalement, on dit dans l'heure après l'exercice même de Mhm. prendre une collation pour bien récupérer. Mais si on sait ces tendances-là, on peut commencer à ajuster un petit peu, à jouer un petit peu, surtout si on utilise une pompe à insuline. Et c'est là où je trouve que parfois les systèmes automatisés peuvent aider parce qu'ils vont faire quelques-uns de ces ajustements automatiquement. Mais si ces ajustements sont trop agressifs, si le pompe ne comprend pas que c'était dans un contexte d'exercice, on peut quand même avoir des problèmes avec l'hypoglycémie nocturne. Mhm. C'est vraiment intéressant, comme avec toutes les fluctuations, puis l'effet que ça a par après, puis tout ce qu'il faut changer autour pour être capable de faire notre exercice. Enfin, au niveau de justement ces effets-là, j'entends souvent comme la phrase qui dit qu'avec le diabète de type 1, c'est plus difficile de perdre du poids, de gagner de la masse. Est-ce que c'est vrai? Gagner de la masse, je dirais non, parce que si on sait comment bien, mais très, très bien gérer notre nutrition et notre insuline, en effet, on a un avantage. Parce que l'insuline, c'est l'hormone qui fait croître les muscles. Et c'est un hormone qui est abusé par des athlètes qui veulent gagner des muscles, qui n'ont pas le diabète de type 1. Et c'est pas vraiment une bonne idée de l'abuser parce que ça peut vraiment, on peut se retrouver à l'hôpital très facilement si on ne comprend pas très bien ce qu'on fait. Alors, en termes de gagner de la masse, je dirais c'est probablement l'opposé. Ça donne un avantage si on sait comment l'utiliser. Perdre du poids, par contre, là, c'est difficile parce que on sait que souvent, il faut prendre des glucides pour prévenir l'hypoglycémie et que parfois, ça nous mène à manger plus de calories qu'on brûle. Euh, et je reviens encore à ceci, c'est pour ça que j'encourage n'importe qui veut perdre du poids de faire leur exercice à jeun le matin, parce qu'on a souvent moins de tendance d'avoir besoin de glucides
pour prévenir l'hypoglycémie. Et donc, c'est un peu plus facile à gérer comme ça. Mhm. C'est vraiment intéressant. Comme ça démystifie le tout. On a parlé un petit peu de justement la plage optimale, peut-être les hypoglycémies, hyperglycémies. Est-ce que Jane pourrait expliquer un petit peu, tu sais, un peu plus c'est quoi la plage optimale, les plages en dessous, au-dessus, et c'est quoi l'importance de ces plages différentes? Euh, J'essaie de voir si j'ai bien compris la question. Les plages, disons, entre 8 et 10, j'ai dit pour commencer l'exercice. Euh, Entre 4 et 7, c'est là où on voudrait normalement trouver notre glucose sanguin parce que c'est là où, quand le pancréas fonctionne bien, se trouve notre taux de glycémie, je dirais 80% de la journée. Euh, c'est faux de dire que les personnes qui n'ont pas un diabète de type 1 ne vont jamais avoir de l'hypo ou de l'hyperglycémie. Parce que maintenant qu'on voit du monde apporter des capteurs qui n'ont pas de diabète, on voit chez du monde qui n'ont pas de diabète que le glucose peut monter après un repas et que, surtout pendant la nuit, ça peut baisser jusqu'à 3,5 millimoles ou peut-être même un petit peu moins. Euh, de ce que j'ai vu, ça se passe plus souvent chez les femmes, je crois. Il y a une étude assez récente sur ça, il va falloir que je le revérifie. Euh, et si je ne me trompe pas, les athlètes ont un petit peu plus de variabilité dans le taux de glycémie que les non-athlètes. Euh, avec le diabète de type 1, on essaie de garder entre 4 et 10 euh, parce que dans cette plage-là, on a vu à long terme qu'il y a moins de risques de complications liées au diabète. Alors, moins de problèmes cardiovasculaires, moins de problèmes de reins, de yeux, de nerfs. Euh, et puis, évidemment, en dessous de 4, on commence à avoir des symptômes où on ne se sent pas très bien. Si on se retrouve en dessous de 4 très, très souvent, après un moment, on commence à perdre ces symptômes-là. Et si on perd ces symptômes, si on n'est pas capable de sentir l'hypoglycémie, ça devient très risqué parce qu'on peut se retrouver dans un coma sans même savoir qu'on était à un niveau très bas de glucose. Je reviens peut-être un peu en arrière dans les questions. Je reviendrai avec les changements hormonaux pendant les menstruations. Est-ce que je me lance dans quelque chose? Est-ce qu'il y a des types d'exercices chez les personnes vivant comme avec le diabète qui allaient comme améliorer la gestion en général du diabète selon comme les phases? Est-ce qu'il y avait comme certaines phases que c'était mieux de faire un certain type d'exercice, d'autres non? C'est pas. On ne sait pas, on n'a pas encore fait ces études-là. Mais une chose que je peux dire que pour toute femme, et surtout pour les femmes qui vivent avec le diabète de type 1, j'encourage la musculation parce que la perte de masse musculaire est plus importante chez les femmes que chez les hommes. La perte de densité osseuse est plus importante chez les femmes que chez les hommes. Et si on vit avec le diabète de type 1, c'est encore plus important que chez les femmes qui ne vivent pas avec le diabète de type 1. Alors, arrivé dans les décennies de soixantaine, on peut voir qu'il y a un risque élevé de fragilité chez les femmes qui vivent avec le diabète de type 1, qu'il y a un risque de chute plus important. Et avec ces risques de chute, il y a des risques de fractures plus importantes. Donc, j'encourage la musculation parce que ça aide à vraiment bien bâtir la santé des articulations, à donner un équilibre qui va être mieux pendant toute la vie et vraiment à garder son indépendance beaucoup plus longtemps avec le diabète de type 1. Très intéressant. J'avais Vas-y, Myriam, si tu veux, vas-y. Oui, j'avais en fait une petite question peut-être plus pratico-pratique. Pour les femmes, par exemple, qui ont diabète de type 1 puis qui veulent comme commencer à faire de l'exercice, mais tu sais, il y a la peur d'hypoglycémie, il y a aussi le manque de temps, il y a aussi le manque des fois de savoir comme faire. Par exemple, moi, je m'en vais au gym maintenant, puis des fois, je regarde around, puis je suis juste comme perdue, je sais pas quoi faire. Est-ce qu'il y a des ressources ou est-ce qu'il y a des programmes ou en fait, des ressources qui peuvent aller chercher pour les aider ou c'est quoi, genre un advice ou un tip que tu peux leur donner? Oui. Euh, Toutes les ressources qui sont là, il y en a très peu qui sont spécifiquement pour les femmes.
Mais on peut voir que Diabète Canada a certaines ressources. Le site web Better a plusieurs ressources que moi je trouve sont excellents pour l'exercice, l'activité physique. On peut toujours demander à son équipe de soins s'ils ont quelque chose à nous aider avec. Je trouve aussi que les autres patientes sont de bonnes ressources parce qu'elles ont vécu ces expériences-là. Elles ne vont pas toujours avoir les mêmes expériences, mais là, on peut au moins avoir certaines suggestions, ce qui a fonctionné pour des autres, ce qui n'a pas fonctionné pour des autres. Je trouve qu'il y a beaucoup d'entraide dans la communauté de diabète et c'est parce que c'est vraiment, la recherche est limitée et parfois, l'expérience d'une personne ne va pas être complètement en lien avec ce qu'on a trouvé dans la recherche. Alors, malheureusement, souvent, ce qu'on donne comme conseil, c'est commence petit, ajoute quand on peut OK. et fais des changements petit à petit pour trouver ce qui fonctionne bien pour cette personne. Et moi, normalement, je dis, pour être bonne scientifique, il faut utiliser les mêmes méthodes à chaque jour. Alors, faire le même exercice en même temps avec les mêmes ajustements et peut-être changer les glucides ou faire les mêmes exercices en même temps, même intensité et changer l'ajustement de l'insuline. Mais si on change 6 choses à la fois, on ne va jamais trouver la seule chose qui nous a vraiment aidé à trouver comment le faire bien, comment bien le faire. Voilà. Bien ça, la méthode scientifique. Ah oui? Le C'est super gluten. intéressant. Ben ouais, parce qu'en fait, souvent, on arrive devant juste comme l'exercice, essayer de pouvoir l'intégrer plus dans son quotidien ou juste je l'ai déjà intégré, mais mon tout ça qui est en montagne russe toute la journée par après. Puis après, c'est de savoir comment est-ce que je suis capable de pouvoir améliorer ça, c'est quoi mon objectif, puis de faire vraiment un changement à la fois pour pas tout se mélanger là-dedans. Donc ça, c'est quelque chose que je retiens. C'est très compliqué. Ouais, c'est très compliqué. Une chose qu'on pourrait recommander, parce qu'on sait que la glycémie monte après tous les repas. Alors, pour quelqu'un qui veut commencer quelque chose de très simple, c'est peut-être 10 minutes de marche après chaque repas, mais de faire certain d'ajuster un tout petit peu l'insuline dès le début pour ne pas avoir de l'hypoglycémie. Mais normalement, 10 minutes, on peut voir des changements de glycémie, mais on ne va pas provoquer une hypoglycémie sévère. OK. Donc, c'est petit, 5 à 10 minutes, c'est pas un grand montant de temps. Normalement, on peut se fier à avoir 5 à 10 minutes. Et puis, si on le fait juste après un repas, normalement, ça aide un petit peu à gérer la glycémie. On Mhm. voit un petit peu moins ces montagnes russes. Euh, c'est peut-être quelque chose à essayer. Ben oui, oh, c'est super. Mais ça donne comme un exercice de plus pour par après. J'aime beaucoup. 10 minutes après avoir mangé. 10 minutes de marche après avoir mangé. Parce que la marche, honnêtement, c'est là où beaucoup de monde commence. Parce que c'est Mhm. facile, on peut le faire n'importe où. Mais malheureusement, on sait que la marche, c'est probablement la meilleure façon de faire baisser la glycémie. La glycémie. Donc, si on commence avec la marche et on commence avec 30, 40, 50 minutes de marche, c'est certain presque qu'on va avoir des hypos. Si on commence avec 10 minutes et puis on voit tout de suite qu'il y a des changements, ça nous donne vraiment euh, un petit peu d'avertissement que si on va continuer, on va voir descendre davantage. Et si on ajoute petit à petit, on peut faire ces ajustements petit à petit aussi. Super. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui te motive à faire de la recherche? J'adore le fait que mes activités sociales, les choses que je fais pour m'amuser, moi j'adore l'exercice, j'adore le sport, que je puisse l'étudier aussi. Alors, ce que je dirais en anglais, my work and my hobbies overlap, mon travail et mes activités de loisirs sont très prochement liées. Euh, mais en plus, le métabolisme m'a toujours fascinée. Et quand on ajoute le diabète de type 1, il y a une partie qui ne fonctionne pas très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'exercice pour arrêter que ce soit un problème? Alors, ça me fascine, honnêtement, de voir comment cette manque ou cet excès d'insuline pose tellement de problèmes et d'essayer de trouver des manières de vraiment le gérer pour que ce soit sécuritaire.
J'encourage tout le monde à faire de l'exercice s'ils ont le diabète de type 1 ou non. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me passionne et d'être capable de donner des conseils, de trouver des solutions pour aider les personnes qui ont peur de l'activité physique d'être plus actifs. Ouais, ça me donne du plaisir à tous les jours, ça. Merci beaucoup pour tous les conseils, les recommandations, puis juste les données, les informations par rapport à tout ça, parce que moi, je pensais que je m'y connaissais quand même correct, mais ça m'a montré qu'il y avait des nouvelles pistes que je pourrais appliquer dans mon quotidien. Donc, merci beaucoup. Mon plaisir. Merci beaucoup Laurie, merci beaucoup Jane pour votre temps aujourd'hui. Effectivement, on a parlé un petit peu de la santé de la femme, puis on est conscient qu'il n'y a pas beaucoup de recherches dans ça. Fait que merci beaucoup Jane pour travailler dans là où est-ce qu'on a une gap de littérature. Donc encore une fois, merci beaucoup pour avoir accepté d'être nos invités aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode sur la santé des femmes qui vivent avec le diabète de type 1. Aujourd'hui, nous avons exploré l'importance de suivre son cycle menstruel pour une meilleure gestion des diabètes, les défis uniques rencontrés par les femmes qui vivent avec le diabète de type 1 et l'impact positif de faire de la musculation pour les femmes. Nous avons également discuté de la manière dont les niveaux de sucre sont affectés différemment en fonction du type d'exercice, par exemple l'entraînement aérobique versus musculaire. On a aussi parlé de l'heure de la journée à laquelle vous vous entraînez et la phase du cycle menstruel dans laquelle vous vous trouvez. Si vous avez apprécié cet épisode de Santé sans détour, laissez-nous savoir et partagez vos pensées et vos histoires avec nous en commentaire. Nous vous remercions pour votre écoute et nous espérons que vous retrouvez pour des nouvelles discussions enregistrantes le mois prochain. Entre-temps, prenez soin de vous! Donc, c'est ce qui m'a fait à notre épisode du mois. On espère que cette discussion-là a permis de répondre à certaines de vos questions. N'hésitez pas à nous écrire en commentaire et par courriel pour nous faire part de ce qui vous a le plus marqué, pour nous donner votre avis sur le balado ou, si ça vous intéresse, de participer à une discussion. On vous invite aussi à nous envoyer vos questions qui touchent à la recherche sur la santé du cœur, le métabolisme, le diabète ou l'obésité. On va trouver l'expert ou l'experte qui va être en mesure de mieux vous répondre. On se voit le mois prochain pour le prochain épisode de Santé sans détour.